suis consultante et formatrice. Donc consultante pour gestion de patrimoine et gestion d'entreprise, basée à Toulouse. Et donc formatrice pour adultes et étudiants à côté de cette activité de consultant. Donc dans la partie conseil en gestion de patrimoine et gestion d'entreprise, je suis plus spécialisée dans la transmission d'entreprise, donc avec l'accompagnement du cédant, voire du repreneur, en tout cas du cédant à partir de l'évaluation de l'entreprise jusqu'à l'accompagnement fiscal et patrimonial de cette opération. Voilà. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Donc les aspects patrimoniaux dans la transmission d'entreprise. Alors, 2 thèmes pour cette première session là, de 9h et 2 autres thèmes pour la session de 10h50. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans une petite heure et demie pour l'autre session. L'autre session, donc, alors cette première session donc, parlera plus spécifiquement de l'impact du régime matrimonial dans le cadre de la transmission et du traitement de l'immobilier dans le cadre aussi de la transmission, comment est-ce qu'on peut le sortir du bilan de l'entreprise lorsqu'il est inscrit. La deuxième session, elle, portera plus sur l'anticipation de la transmission, quelles sont les possibilités de préparation de la transmission, et pour aller jusqu'au bout, le remploi en fait, des fonds de la transmission, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut le préparer également avec le cédant. Alors, l'idée de cette masterclass, c'est de vous permettre d'avoir des connaissances par rapport à ça et aussi de vous poser les bonnes questions et de poser les bonnes questions aux cédants que vous pouvez rencontrer sur tous ces aspects patrimoniaux. Alors, la méthode, pour que ce soit un petit peu illustré, on a bâti un cas, le cas d'un dirigeant qui part à la retraite, donc les aspects fiscaux vont être un petit peu plus orientés sur ce cadre-là. Dans ce cadre... Oui, je vous en prie, installez-vous. On examinera toutes les solutions possibles et les impacts fiscaux et patrimoniaux liés à cette transmission. Alors, j'insiste bien sur le fait que justement tout ce qui est fiscal, c'est lié à la fiscalité telle qu'elle est aujourd'hui. Donc je sais que vous aurez ces slides à disposition, donc si jamais vous devez reprendre ces éléments-là dans quelques mois, compte tenu de l'incertitude fiscale dans laquelle on vit en permanence, voilà, ça sera sûrement plus forcément d'actualité. Enfin, d'actualité, en tout cas, ça peut avoir été modifié. Alors, bonjour. Le cas que je vous propose de regarder, c'est quelque chose d'assez classique. J'ai pas fait des choses forcément très originales, je pense, par rapport à ce que vous rencontrez. Donc, monsieur qui est dirigeant, pas forcément fondateur, dans le cas que j'ai évoqué là, mais donc monsieur qui détient 100% de départ d'une SAS, d'une SASU. Il est marié donc, sous le régime de la séparation de biens, et on verra donc, quel impact ça peut avoir dans le cadre de la transmission. Il souhaite prendre sa retraite, c'est ce que je vous disais, le cas est vraiment orienté sur le départ à la retraite. L'entreprise a été valorisée 5 millions d'euros, alors ça peut vous paraître gros, c'est pour montrer justement les impacts que ça peut avoir lorsqu'on prépare ou pas la transmission. Donc plus on a des gros montants, plus facilement on voit les impacts. Donc 5 millions d'euros hors immobilier et de l'immobilier valorisé pour 1,5 million. Les époux Dupont donc, souhaitent profiter de cette session pour gratifier leurs enfants. Voilà, ils voudraient leur faire une donation à chacun de leurs 2 enfants, l'équivalent de 500 000 € chacun pour s'acheter par exemple de l'immobilier.
mais ils veulent aussi garder, bien évidemment, des fonds pour préparer leur retraite et donc avoir des revenus complémentaires. Alors, la cession sans préparation. Si on n'anticipe pas la cession, à quoi on peut s'attendre en termes de chiffres et de fiscalité? Alors, on ne va pas forcément à 9 h du matin rentrer dans le calcul fiscal de tout ça, vous pouvez me suivre là-dessus. Hein. Le cheminement va être le suivant. Si on a notre entreprise qui est valorisée globalement à 6,5 millions, on considère que M. Dupont avait acheté les parts de cette entreprise à 500 000 € à l'époque. Donc on a une plus-value de 6 millions. Il part à la retraite, il peut bénéficier de l'abattement pour départ à la retraite de 500 000 €. Une plus-value donc fiscalisable au prélèvement forfaitaire unique de 5 500 000 € qui nous donnera un impôt sur le revenu, donc au 12,8% de 704 000 €. Sachant que les prélèvements sociaux et la cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus, elle sera assise sur la plus-value avant tout abattement. On a donc une fiscalité dans ce cas-là qui va être de 1 951 000, donc 1 950 000 pour parler rond. Hein. Et donc nos époux Dupont, en l'occurrence là seulement monsieur, va récupérer une somme après cette opération de cession de 4 549 000 €. Là-dessus, on a dit qu'il voulait donner de 500 000 € à chacun de ses enfants. Donc sur ces 500 000 €, chaque enfant va pouvoir bénéficier d'un abattement de 100 000 €. Donc par parent et par enfant, 100 000 € de disponibles. Un coût donc de droit de mutation à titre gratuit de 78 194 € pour chaque, donc 156 000. Ce qui nous fait au total une opération. Hein, on a le disponible après la cession, fiscalité enlevée de 4 549 000, on donne les 1 million, on a les droits de mutation pour 156 000, on a donc un reste disponible à placer de 3 392 000. Alors, par rapport à ça, quels sont les points de vigilance et questions que l'on peut se poser, même s'il n'y a pas de préparation avant la transmission. Déjà, est-ce que notre cédant va bien remplir toutes les conditions pour bénéficier de cet abattement de 500 000 €? Et là, alors, je vous laisserai bien sûr voir tranquillement tous les détails, mais ce sur quoi je souhaite insister, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite et arrêter toute fonction dans l'entreprise dans les 2 ans qui précèdent ou les 2 ans qui suivent la transmission. Il y a bien sûr eu des cas de retocage fiscal sur le sujet, donc il faut être bien vigilant et le poser vraiment comme une condition préalable au cédant, qui ne doit pas envisager donc de travailler, enfin, il peut travailler dans le cadre du cumul emploi-retraite, mais en tout cas il doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans. D'accord ? Autre point de vigilance quand on ne prépare pas, que l'on peut examiner également, c'est le régime fiscal. Aujourd'hui, la règle fiscale, c'est le prélèvement forfaitaire unique à 12,8%. Mais il est tout à fait possible pour des titres qui auraient été acquis avant le 1er janvier 2018 de faire le calcul avec l'abattement. Enfin, avec les abattements qui sont encore disponibles aujourd'hui et qui peuvent être renforcés si on est dans le cadre de la PME nouvelle. Donc PME nouvelle, je vous rappelle peut-être, il faut que les titres aient été acquis moins de 10 ans après sa création, ou bien sûr si l'entrepreneur a créé directement son entreprise, il est évident que la règle des 10 ans est respectée. Donc, qu'est-ce qui serait plus intéressant? Les 12,8% et l'abattement de 500 000 € ou bien
bien l'abattement renforcé de PME nouvelle. On va voir sur le calcul ce que ça donne, sachant qu'aujourd'hui, c'est l'un ou c'est l'autre. Hein. On ne peut pas avoir droit aux 500 000 € et à l'abattement renforcé, comme c'était le cas encore il y a quelques mois. Alors, si on regarde les éléments de comparaison, on était après cession à 4 549 000 tout à l'heure, hein, une fiscalité d'1,9 million. Si on avait la possibilité d'opter pour le barème, on aurait un total d'imposition qui serait de 1 584 000. Donc 1,9 million, 1,6 million presque, hein, on a 300 000 € d'économie dans cette histoire. Bien évidemment, il faut pouvoir bénéficier de ce dispositif PME nouvelle. Donc, à retenir l'histoire, quelqu'un qui part à la retraite, de suite on pense à l'abattement pour départ à la retraite. C'est peut-être pas forcément la meilleure option. S'il peut bénéficier du dispositif pour PME nouvelle, eh bien, avec l'abattement à 85%, une partie de la CSG qui sera déductible, qui ne l'est pas dans d'autres cadres, on peut avoir des économies substantielles. Là, dans l'exemple, on était à un avantage fiscal de plus de 360 000 €. Alors, autre point de vigilance et question à se poser, la plus-value, bien évidemment. Donc, est-ce qu'elle va être, est-ce qu'on peut, par un effet ciseau, en ajoutant des frais de cession ou en prenant en compte des frais d'acquisition, est-ce qu'on peut réduire cette plus-value? Deuxième élément, bien avoir en tête que prélèvements sociaux et cotisations exceptionnelles sur les hauts revenus, c'est toujours sur une base de plus-value avant tout abattement, hein, que ce soit l'abattement pour départ à la retraite ou l'abattement pour PME nouvelle. Et enfin, les droits de mutation à titre gratuit, puisque là on est dans un cadre où nos époux Dupont vont donner ensuite. Est-ce qu'on a eu déjà des abattements qui ont été utilisés depuis moins de 15 ans? Auquel cas, les 100 000 € que j'évoquais tout à l'heure auraient été entamés. Hein, seraient peut-être moindres que 100 000 €. La forme de la donation, j'en parlerai un petit peu plus dans la deuxième session, mais bien évidemment, donation en pleine propriété, la base va être complète, donation en nue propriété, on aura une base moindre, et donc une fiscalité moindre. Alors, les optimisations possibles par rapport à ça, sans forcément là parler d'anticipation comme on va le faire dans la deuxième session, le régime matrimonial et sortir éventuellement l'immobilier du bilan de l'entreprise. Alors, le régime matrimonial tout d'abord. Nos époux Dupont sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Donc, nous avons deux bacs étanches qui ont pour avantage, quand on a des cédants, enfin des personnes qui sont à la tête d'une entreprise, l'avantage immédiat c'est de protéger le conjoint et la famille par la séparation de biens. L'inconvénient, c'est que l'enrichissement de l'un ne profite pas à l'autre. Et donc, si un seul détient les parts de l'entreprise en séparation de biens, l'autre conjoint ne profite de rien d'un point de vue juridique. Donc, on peut se retrouver avec des patrimoines extrêmement déséquilibrés. Le dirigeant de l'entreprise ayant comme patrimoine la valeur de l'entreprise, bien sûr, des parts de l'entreprise, et le conjoint peut avoir très peu de patrimoine et de revenus également. Donc, quels auraient été les impacts si les parts de l'entreprise étaient un bien commun? Alors, sur la première partie, c'est-à-dire la fiscalité de la cession, en fait, il n'y aura pas d'impact. Dans la mesure où mes deux époux Dupont font une déclaration commune et qu'un seul est dirigeant de l'entreprise, l'abattement de 500 000 € ne s'applique qu'une fois. Et donc, qu'on fasse le calcul en deux temps ou en un seul, pour le couple, ça revient à la même chose.
Donc ici, on a toujours les 1 951 000 de fiscalité sur la cession. Par contre, là où on va avoir un avantage non négligeable, ça va être au niveau de la donation, puisque le bien, les titres donc étant un bien commun, on va avoir la double possibilité de bénéficier des abattements pour les droits de donation. Donc là, monsieur va donner la moitié de la somme à chacun de ses 2 enfants, madame va donner la moitié de la somme à chacun de ses 2 enfants, et donc le disponible après réinvestissement va être augmenté, puisque les droits de mutation à titre gratuit, eux, seront moindres. Donc ici, sur 1 million de données, 500 000 € chacun, on a une économie de droits de mutation à titre gratuit de 43 600 €. Donc, avantage bien évidemment immédiat fiscal, mais beaucoup d'avantages patrimoniaux à côté de ça. Les droits de donation futures seront aussi augmentés. Les 100 000 € dont chacun dispose par rapport à chacun de ses enfants vont pouvoir être utilisés par la suite dans le cadre d'autres donations. Et puis surtout, les titres devenant un bien commun, la somme qui sera réinvestie aussi sera un bien commun. Et donc là, on remet d'équerre en fait des patrimoines qui pouvaient être complètement asymétriques au départ. Et donc c'est très intéressant d'un point de vue patrimonial pour un couple avec un déséquilibre très marqué de ce type. Donc plus de protection en termes de revenus et plus de protection en termes de patrimoine. Alors, les points de vigilance et les questions à se poser. Ce régime de la séparation de biens, pourquoi est-ce qu'il avait été choisi? Est-ce que c'était juste pour protéger le conjoint dans le cadre de l'entreprise? Auquel cas, une fois l'entreprise stoppée, on est tout à fait en droit de changer ce régime matrimonial. Ça se justifie. S'il y a d'autres considérations qui avaient prévalu à l'application de ce régime, il faut aussi se poser la question de savoir si elles sont toujours pertinentes ou pas. Donc d'autres considérations, ça peut être quoi? Une famille recomposée, par exemple. Donc avec des enfants d'un premier mariage, un régime de séparation de biens peut être tout à fait justifié. Des biens de part et d'autre, de chez l'un ou l'autre conjoint, qui auraient aussi besoin d'être protégés. Donc, avant bien évidemment de parler de changement de régime matrimonial, voir s'il y a d'autres raisons que celles de l'entreprise pour être en séparation de biens. Ensuite, comment est-ce qu'on peut faire donc, pour améliorer la protection du conjoint dans ce cadre-là? Eh bien, on peut avoir une sorte de gradation dans le cheminement. Soit on veut rester en séparation de biens, parce qu'il y a d'autres biens à côté qui appartiennent depuis très longtemps à la famille d'un des 2 conjoints, par exemple, mais on veut créer une poche de communauté. Donc ça s'appelle une société d'acquis. Donc société d'acquis, bonjour. Ça n'a rien à voir avec une société, en fait. On est vraiment dans le cadre d'une poche de communauté. Ça a le gros avantage, donc, de pouvoir garder le régime de la séparation de biens et de ne mettre dans cette poche de communauté que ce que l'on souhaite y mettre. Les parts de l'entreprise, un bien immobilier particulier, la résidence principale par exemple, dans laquelle les personnes habitent toutes les deux, donc il y a aussi intérêt à avoir une communauté sur ce bien-là. De manière plus radicale, on peut carrément changer le régime matrimonial et donc aller vers un régime de communauté. Alors il y en a plusieurs des régimes de communauté. Le régime légal, c'est le régime de la communauté réduite aux acquets. Donc dans le terme tout y est, ça veut dire que ne sont communs que ce que l'on achète ensemble, les acquets.
on garde en propre les biens que l'on reçoit par donation ou succession. Donc ça veut dire qu'on peut encore avoir des biens propres, hein, même dans un régime de communauté. L'avantage de ce régime-là, c'est qu'on peut aussi y mettre des clauses particulières, des clauses préciputaires par exemple. Donc ça veut dire qu'avant tout partage du régime communautaire, dans un cadre de divorce ou de succession, on va pouvoir s'attribuer en fait un bien particulier avant tout partage. Il y a aussi des clauses d'attribution préférentielle, par exemple, où là le partage est fait et en accord avec la famille, on va s'attribuer aussi un bien particulier, la résidence principale par exemple. Autre régime communautaire qui va encore plus loin, hein, c'est le régime de la communauté universelle. Donc là, on met tout en commun, avec ou sans attribution intégrale au dernier vivant. Donc là, il est possible de dire tout ce qui est en commun aujourd'hui ira directement à mon conjoint survivant. Donc des possibilités qui sont très importantes et qui doivent être étudiées, bien évidemment, en fonction du patrimoine des personnes. Dernier élément, la donation au dernier vivant, qui peut être faite bien évidemment dans tous les cadres, hein, y compris celui de la séparation de biens, et qui va avoir pour effet d'augmenter les droits du conjoint survivant. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement? On veut changer de régime matrimonial, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a quelques modifications là, depuis le vote de la loi de programmation 2018-2022 et de régime pour la justice. Donc elle a été votée le 23 mars 2019. Alors, les modifications essentielles, c'est quoi? Auparavant, il fallait attendre 2 ans après le mariage ou après modification du régime, hein, puisqu'on peut changer plusieurs fois de régime matrimonial dans une vie. Il fallait attendre 2 ans avant de vouloir rechanger de régime. Aujourd'hui, ça, c'est supprimé, donc on peut le faire sans avoir à attendre les 2 ans. Par ailleurs, les procédures ont été un petit peu allégées, notamment en ce qui concerne les enfants mineurs. Donc là, c'est le notaire qui jugera s'il va faire appel ou pas au juge des tutelles, s'il considère que le changement de régime matrimonial peut être préjudiciable à l'enfant mineur, enfin à l'enfant ou aux enfants mineurs de l'un ou des 2 conjoints. Donc les intérêts de l'enfant vont être protégés. Les enfants majeurs, eux, ça n'a pas changé, ils doivent en fait donner leur accord, ou tout au moins ne pas s'opposer. Donc on a l'obligation de leur envoyer un courrier, une lettre recommandée avec accusé de réception. S'ils ne se sont pas opposés dans les 3 mois, eh bien pas de problème particulier. S'ils s'y opposent, parce qu'ils considèrent que le changement de régime va les léser, alors le tribunal de grande instance sera sollicité. Ça peut être particulièrement intéressant évidemment pour des familles recomposées. Hein. Imaginons un couple qui est en séparation de biens et qui veut changer pour un régime de communauté universelle avec attribution intégrale au dernier survivant. Il est bien évident que les enfants, avant de percevoir un quelconque héritage, vont devoir attendre le décès du 2e conjoint. Hein. Donc si on est dans le cadre d'une famille recomposée avec l'un des 2 conjoints qui est plus jeune que l'autre, ça peut poser problème. Hein. On peut faire référence à certaines affaires d'actualité que l'on connaît. Voilà, donc c'est pour ça qu'en France, hein, il y a des tribunaux qui peuvent faire garde-fou. Et également pour les créanciers, donc il y a une publication dans un journal d'annonce légale qui fait que les créanciers peuvent être avertis que le régime matrimonial a changé. Hein, bien évidemment, s'ils veulent s'y opposer, idem, on va activer le juge du tribunal de grande instance.
Le coût de ce changement de régime matrimonial, il faut donc passer devant le notaire, donc ça c'est grosso modo à peu près 400 €. Et aller de la séparation de biens vers un régime communautaire, en fait, n'est pas très onéreux. Hein. Auparavant, ça ne coûtait rien. Depuis la loi de finances de 2019, il y a une petite modification qui fait que sur les biens immobiliers, on va avoir une taxation il y aura une taxe pour la publicité foncière qui n'est pas très élevée. Voilà, c'est pas forcément dissuasif en soi. Hein. Mais il faut savoir que ça coûte un petit peu. Si on voulait faire le contraire, ce qui n'est pas l'objet de notre présentation aujourd'hui, hein, mais si on voulait passer d'un régime communautaire à un régime de séparation de biens, là c'est plus onéreux parce qu'il y a ce qu'on appelle un droit de partage. Donc il va falloir régler aux environs d'1% à peu près de tout ce que l'on veut mettre en commun. Voilà ce que je voulais vous présenter par rapport au régime matrimonial. Donc, les conditions de la vie de l'entrepreneur changent. Hein. La vie, c'est le mouvement. Donc, ce qui était vrai à un moment donné, la justification de la séparation de biens pour protéger la famille du risque de faillite, par exemple, de l'entreprise, n'est plus forcément vrai au moment où on arrête l'entreprise. Et donc, ça peut être intéressant de se poser la question, et d'un point de vue financier, et d'un point de vue patrimonial. D'ailleurs, j'attire votre attention sur, je le redirai, hein, mais la loi de finances de 2019 a aussi introduit le fait que l'abus de droit pouvait être aujourd'hui à but principalement fiscal et non plus exclusivement fiscal. Donc, le changement de régime matrimonial, on a vu que ça pouvait faire économiser de l'impôt. Hein. Donc, le changement de régime matrimonial peut aussi rentrer dans ce cadre-là. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça et peut-être augmenter la poche de communauté d'autre chose que des parts de l'entreprise. Hein, où là, il va forcément y avoir une économie d'impôt. Mais ça peut être y mettre un appartement locatif, une résidence principale, etc., qui auront donc une très forte coloration patrimoniale. Voilà pour la partie régime matrimonial. Alors, deuxième thème abordé aujourd'hui, l'immobilier professionnel. Donc, la société qui détient l'immobilier dans son bilan peut l'avoir fait pour de très bonnes raisons au démarrage. Hein. Un immobilier qui serait tout à fait spécifique à l'activité. On a près de Toulouse, par exemple, une société qui a un abri anti-atomique en son sous-sol pour faire des essais particuliers. Il est bien évident que l'utilisation par une autre activité que celle de la société serait difficile à trouver. Donc, avoir un immobilier d'entreprise très spécifique dans le bilan de l'entreprise, ça peut tout à fait se justifier. Autre intérêt, ça peut être financier. Avoir au moment où on a acquis ou construit l'immobilier, pouvoir bénéficier de subventions, d'aides particulières du département ou de l'État. Les inconvénients maintenant, dans le cadre de la reprise, eh bien, on comprend de suite que ça va augmenter le prix de cession. Et donc là, ça peut être un gros blocage et ça peut retarder une cession. Et donc, retardant la cession, ça peut amener le chef d'entreprise à baisser son prix et donc quelque part à dévaloriser son fonds d'activité économique par le fait même qu'il détient l'immobilier en son sein. Par ailleurs, voilà, un futur repreneur peut avoir ses propres locaux, ne pas être intéressé à continuer l'activité économique à cet endroit-là. Et puis le cédant, lui, peut avoir envie de garder aussi cet immobilier pour se faire des revenus complémentaires à la retraite. Donc autant de raisons, mais c'est surtout la première qui sera importante, hein. C'est le blocage que ça peut engendrer dans le cadre d'une négociation avec le futur repreneur. Donc, si nous reprenons le cas de notre monsieur Dupont, on a dit qu'il avait donc un immobilier valorisé à 1,5 million dans l'entreprise, ce
qui représente quelque chose de relativement important, et un loyer potentiel, si jamais il était détenteur en direct ou via une SCI de cet immobilier, un loyer potentiel sur un taux de rendement à peu près de 8% pour de l'immobilier professionnel, un revenu potentiel de 120 000 euros par an, 10 000 euros par mois, donc ce qui est quelque chose de non négligeable sur des montants de ce type. Alors, bon, ça je passe. Les points de vigilance et surtout la manière dont on va pouvoir sortir cet immobilier du bilan de l'entreprise, c'est ce que nous allons voir. Et puis, on verra ensuite quelles sont les possibilités d'optimisation par rapport à ça. Alors, les options pour sortir l'immobilier de l'entreprise, il n'y en a pas 36 000. Il va falloir le céder. Alors, le céder à une société civile immobilière qui aurait été créée pour cela, ou bien en direct au chef d'entreprise. L'avantage de la SCI dans ce cadre-là, c'est bien évidemment de préparer, de jouer là aussi un coup d'avance, et de préparer la future transmission de ce patrimoine. Donc, bien évidemment, éviter l'indivision pour les enfants, pouvoir transmettre des parts petit à petit et aussi aux enfants. Donc, voilà, beaucoup d'avantages par rapport à la détention en direct. La cession de l'immobilier d'entreprise aux dirigeants ou à une SCI va bien sûr engendrer un coût fiscal non négligeable. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société d'exploitation à l'IS, et donc la plus-value sur l'immobilier va être taxée à l'IS. Donc aujourd'hui, sur des montants, hors les 38 160 euros de bénéficiaires pour la PME, on va tout de suite aller sur des taux à 28%, bientôt 25%, mais on est quand même dans un taux de fiscalité important. Et puis, deuxième élément non négligeable aussi, il va falloir pouvoir financer cet achat. On se vend à soi-même, mais il faut bien qu'il y ait un flux financier à côté de ça. Et donc, il faut que la banque nous finance. Alors, sur de l'immobilier, c'est moins difficile, puisqu'il y a quand même la garantie de l'immobilier pour asseoir ce prêt. Les taux sont bas, donc ça peut être une bonne opportunité en ce moment de faire ce genre d'opération. Optimisation par rapport à ça, c'est ne sortir que la nue propriété. Alors, ne sortant que la nue propriété, avantage, on va avoir un coût fiscal qui sera moindre, puisque la cession va porter sur une base moindre. L'avantage, c'est que une fois que l'usufruit aura atteint son terme, il y aura reconstitution de l'usufruit et de la nue propriété pour former la pleine propriété, sans droits fiscaux nouveaux. C'est l'article 1133 du Code général des impôts, je ne l'ai pas noté là, mais qui s'applique à toute réunion d'usufruit et de nue propriété pour former la pleine propriété. On ne repasse pas à la caisse fiscale. Donc on a payé une fois des droits sur la nue propriété et on ne repaiera plus. D'accord ? Voilà, donc c'est un avantage non négligeable parce que là, du coup, le financement à trouver va être moindre, donc beaucoup plus de facilité pour financer cette opération. Et ce qu'on va voir, c'est que l'usufruit, donc dans le cadre d'une société, d'une personne morale, ne peut pas être supérieur à 30 ans. Mais plus on va préparer cette opération en amont, et plus les avantages seront importants. Plus l'usufruit est important, plus la nue propriété est moindre, puisque la somme des deux forme la pleine propriété. Donc, plus on le fait tôt, et mieux ce sera. Alors, pour illustrer ça, notre cas Dupont, avec les 1,5 million d'immobilier, on va considérer que au
1er janvier 2004, lorsque les bâtiments ont été construits, on a acquis un terrain pour 100 000 euros, les constructions ont été effectuées pour 500 000 euros. Et donc, on va regarder, pour chiffrer et illustrer l'avantage à le faire le plus tôt possible, on va regarder 3 cas de figure. On cède la pleine propriété de l'immeuble au moment de la transmission d'entreprise. Donc, par exemple, là, pour faire les calculs, il faut bien choisir une date, donc au 1er janvier 2019. Deuxième cas, on cède seulement la nue propriété au 1er janvier 2019. Et troisième cas, on cède la nue propriété, mais cette fois-ci, on l'a anticipé, on l'a cédé au 1er janvier 2014. Et là, on considérera que l'immobilier valait à cette date-là 1,4 million et non pas 1,5 million. Dans les cas de calcul de nue propriété et d'usufruit, il faut utiliser des calculs financiers d'actualisation. Donc on utilisera ici un taux de 8% qui correspond au taux de rendement, on l'a dit tout à l'heure, de l'immeuble. Alors, qu'est-ce que ça donne? On ne va pas rentrer là non plus dans le détail du calcul, mais pour voir l'intérêt de la chose. Premier cas, on a cédé la pleine propriété de l'immeuble au moment de la transmission. On a une fiscalité totale de 457 800 euros et un montant à financer par l'acquéreur, que ce soit la société ou le cédant direct, de 1,6 million. Si on ne cède que la nue propriété au 1er janvier 2019, donc base diminuée, une fiscalité moindre, quasiment plus de la moitié, hein, et donc un montant aussi à financer pour l'acquéreur, donc qui doit lui financer et le prix de la nue propriété et les droits d'enregistrement, qui va être quasiment aussi de moitié. Et troisième possibilité, on a anticipé la situation et on a fait ça 5 ans avant la cession. Là, vous voyez qu'on est à une fiscalité qui diminue encore de moitié par rapport au cas précédent et donc un montant à financer qui est moindre. Donc, tout ça pour dire, ce qu'il faut retenir, c'est que sortir l'immobilier de l'entreprise, ça va avoir de gros avantages pour présenter à d'éventuels repreneurs un montant qui sera moindre. Si le repreneur souhaite acheter l'immobilier à côté, rien n'empêche de faire cette opération. Mais le fait que ce ne soit pas dans le bilan de l'entreprise évite le blocage du prix de cession. Et deuxième chose, c'est que plus on s'y prend tôt, et mieux ça sera, puisque fiscalement ça coûtera beaucoup moins cher et on aura beaucoup moins à financer de manière personnelle ou par emprunt à la banque. Excusez-moi, j'ai une question. Dans le deuxième cas, là, quand il cède la nue propriété, la société d'exploitation garde l'usufruit. Garde l'usufruit. Et si la société d'exploitation est cédée à un repreneur, qu'advient-il de cet usufruit? C'est le repreneur qui a la même mise sur l'usufruit. Tout à fait. Et il se reconstitue quand même... Oui, l'usufruit vit sa vie, si vous voulez. Mais il peut pas interagir là-dessus, le repreneur, si... interagir dans quel sens? Je ne sais pas, parce que c'est la société d'exploitation qui appartient donc au repreneur qui bénéficie de l'usufruit. Tout à fait. Et donc, bénéficiant de cet usufruit, il a l'équivalent d'un loyer qu'il ne paye pas, si vous voulez, puisque la société d'exploitation étant propriétaire de l'usufruit, il n'a pas à se loger. Voilà. Donc, ça se valorise. Si jamais lui, au moment où il cède lui-même de la société d'exploitation, la question de l'usufruit pose problème, ça se vend, ça se valorise l'usufruit. Ça se valorise à tout moment jusqu'à son terme. Donc là, dans l'exemple chiffré qui est ici, j'ai pris l'hypothèse qu'on prenait un usufruit de 9 ans qui correspond donc à un bail commercial classique. Comme je vous le disais précédemment, 30 ans c'est le maximum.
la plupart du temps, quand on fait une opération au démarrage, on va prendre une durée d'usufruit qui sera de la même longueur que l'emprunt, donc on va être bon an mal an sur du 17-18 ans. Mais bien évidemment, ce que vous évoquez peut se passer dans la vie de l'entreprise. Elle peut être cédée, elle peut... Voilà. Donc, tous les cas de figure sont possibles, que l'usufruit soit revendu, et de toute façon, à son terme, c'est le propriétaire, le nu propriétaire qui récupère l'usufruit, tout à fait, récupère la pleine propriété de son immeuble. Mais la banque, pour financer la propriété, si du coup elle n'aura pas la même garantie, qu'est-ce qu'elle va prendre comme garantie? Quelle est la garantie sur alors, le bien la banque là, elle a financé, dans le cas de figure là, on a sorti l'immobilier de l'entreprise. Donc la banque, ce qu'elle finance, c'est la nue propriété. Elle va financer la nue propriété sur... Elle finance le rachat de la nue propriété par le dirigeant d'entreprise. Qu'est-ce qu'elle va prendre comme garantie puisqu'elle n'aura pas une garantie? C'est un droit. Le fait qu'on ait dissocié le droit d'usage et le droit de propriété, puisque la nue propriété c'est le droit de propriété, c'est un droit qui permet à la banque d'asseoir sa garantie. Oui, mais sur la nue propriété. Sur la nue propriété, donc ça veut dire que si elle veut vendre le bien, il faut l'accord aussi de l'usufruitier. Oui, elle ne pourra pas faire exercer la cession de son bien en cas de problème de non-paiement. Oui. Sans avoir l'accord de l'usufruitier. Tout à fait. Du coup, pour la banque, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Je ne dis pas que c'est forcément simple. Hein, voilà. Et il y a beaucoup de banquiers, donc dans des agences bancaires, qui sont un peu réticents parce qu'ils ne connaissent pas forcément bien le fonctionnement de ce mécanisme-là. Ils vont vouloir avoir la garantie des deux, pour pouvoir rassembler la propriété. Bien sûr. Et la plupart du temps, alors quand on fait une opération en démarrant de rien, puisque là on part de l'idée que l'immeuble était déjà dans l'entreprise et qu'on sort cet immobilier. Mais si on veut faire une opération au démarrage, en partant de rien, le banquier va prendre aussi des garanties comme la plupart du temps, des personnes hypothécaires, c'est ça. Les personnes seront des deux côtés quand on fait l'opération en partant de zéro. Hein. La garantie sera prise par caution personnelle la plupart du temps du dirigeant, puisque sur l'immobilier, sachant que ça va lui revenir à lui personnellement, il y a souvent ce genre de choses qui est demandé. Donc, il me semble que c'est plus qu'ils vont prendre la garantie sur les biens déjà réels. Il y a souvent les deux. Compte tenu de la durée, oui. Il y a souvent les deux. Hein, voilà. Donc c'est une opération qui est tout de même un petit peu compliquée et complexe, on va dire, hein, et sur laquelle il faut se faire aider juridiquement par des personnes qui peuvent conseiller pour ce genre d'opération, aussi bien avocats, fiscalistes, économistes, etc. Puisque le calcul de la nue propriété et de l'usufruit fait aussi l'objet d'un calcul qui est un petit peu complexe. Juste rapidement, pour que je déborde, deux mots d'une option possible, hein, une optimisation possible. Au lieu de céder la nue propriété, par exemple, ou la pleine propriété, on peut aussi faire une réduction de capital. Hein. Donc l'attributaire de l'immeuble va être rémunéré, si vous voulez, par la réduction de ses parts. Donc l'équivalent de l'immeuble sera valorisé en part de la société, on réduit le capital. Encore faut-il bien évidemment que le capital puisse permettre de faire cette opération. Qu'il soit suffisamment important, que les capitaux propres soient suffisants, qu'il n'y ait pas de perte, etc. Et donc, dans le bilan, on réduit l'actif et on réduit le passif. Donc ça peut être une optique intéressante pour éviter le problème du financement, puisque là, on apporte directement, en fait, l'immobilier ensuite à la SCI, par exemple, que l'on a créé à cet effet. Il y a une fiscalité associée à cette Si, bien sûr. La fiscalité va être celle des parts. Des dividendes? Alors, pas des dividendes. On peut aussi faire par distribution de dividendes, c'est la slide qui suit, donc du coup, je ne la passe pas. Si on fait par réduction de capital, la fiscalité va être celle de la cession des parts.
Si on fait par distribution de dividendes, la fiscalité sera celle des dividendes. Donc là, calcul à faire également, quel sera le plus intéressant, quel sera le plus pertinent pour l'entreprise, puisque quand on réduit le capital ou qu'on distribue les dividendes, au final ça va revenir un petit peu à la même chose dans le bilan, on va se retrouver avec des capitaux propres qui seront moindres, et donc une image financière de l'entreprise qui sera peut-être un petit peu dégradée pour des financements ultérieurs. Mais en termes de fiscalité, donc c'est ce que je vous mettais ici, hein, ce sera la fiscalité de la cession des parts. Donc on revient à ce qu'on a évoqué précédemment, avec abattement, avec des parts à la retraite, etc. Tout est possible dans le même cadre que ce que l'on a évoqué précédemment. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour pas trop déborder puisqu'il y a un intervenant qui suit. Bien évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à d'autres questions à la pause ou dans la journée. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve à 10h50, je crois, pour une deuxième session où on reprendra aussi un petit peu ce fil rouge du cas du pont pour voir ce que l'on peut faire par anticiper la session et puis placer le prix de session. Voilà. Merci de votre attention. Merci.